Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au lancement de la troisième phase du programme national de développement du secteur de l'enseignement en Mauritanie. Ce programme ambitieux porté par le ministère de l'Économie et du Développement durable vise à créer une école unifiée, juste et inclusive offrant un enseignement de qualité à tous sur un pied d'égalité. Il intervient après l'achèvement d'un processus approfondi de diagnostic, de consultation des parties prenantes et de construction d'une vision stratégique pour le système éducatif mauritanien. Ce résultat hautement positif vient s'ajouter aux réalisations enregistrées au cours des dernières années, à savoir l'augmentation significative de l'effectif de personnes affiliées au secteur de l'éducation, l'augmentation de la masse salariale du personnel, la construction de milliers de salles de classe, la révision de l'amélioration des programmes. Nous aurons l'occasion d'examiner en détail les priorités, les objectifs et les principaux axes d'intervention de cette troisième phase du PNDSE 3. Avec un accent particulier sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Restez avec nous. Nous recevons sur ce plateau ce soir M. Ahmed Ba, conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, chargé de la coopération, et M. Sidi Mohamed Mouloud, directeur de la planification des statistiques et de l'évaluation au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de mon collègue Moussa Ndiaye qui revient sur la cérémonie de lancement de la troisième phase du programme national de développement du secteur de l'éducation en Mauritanie. Créer une école unifiée, équitable et inclusive est l'un des objectifs de la troisième phase du programme national de développement du secteur de l'éducation en Mauritanie 2023-2030. Cette activité a été lancée en présence de plusieurs partenaires mauritaniens sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi. Dans son discours à la cérémonie de lancement de ce programme, il a précisé que ce programme national a été lancé après l'accomplissement de toutes les étapes de validation et collecte d'informations entre les différentes parties concernées. Le partenariat entre la Mauritanie et l'UNESCO a connu un progrès remarquable dans différents domaines, notamment sur le plan de l'éducation nationale. Je voudrais donc adresser mes plus vives félicitations aux autorités mauritaniennes à l'issue de ces années de travail. Je vous félicite d'avoir conduit ce processus intersectoriel nécessairement compliqué, mais qui a été conduit de façon remarquablement dynamique et constructive. Vous avez aussi su saisir des opportunités clés d'approfondir l'analyse sensible aux questions de genre. Je tiens à le souligner dans mon intervention parce que c'est une grande priorité de l'UNESCO, comme c'est une priorité de toutes les agences des Nations Unies et de tous les partenaires. Pour l'UNICEF, le lancement dit PNDSE 3 n'est qu'un début d'un engagement concret pour accélérer le processus de réforme du secteur de l'éducation nationale en Mauritanie. Cette cérémonie marque une étape importante car elle représente le début d'un engagement concret pour transformer le système éducatif mauritanien. La mobilisation des fonds des partenaires mondiaux de l'éducation conjuguée aux efforts nationaux et à l'apport des divers partenaires va permettre ainsi d'accélérer la réforme du système en Mauritanie. Mesdames et messieurs, le PNDSE 3 a pour objectif de promouvoir un système éducatif égalitaire, inclusif et capable de contribuer à la croissance et à l'emploi. 3 piliers le soutiennent: la promotion d'un système éducatif équitable,
la création des conditions favorables à l'apprentissage et un pilotage efficace de la mise en œuvre des politiques éducatives. Cette cérémonie de lancement du programme national de développement du secteur de l'éducation a été marquée par la présentation d'un exposé sur ce programme, ses étapes et objectifs. Chers téléspectateurs, donc rebonsoir. Merci à nos invités qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Ce programme, vous le savez, en est à sa troisième phase. Qu'en est-il de sa première et deuxième phase? Quand est-ce qu'il a commencé? Je pense que le PNDS, d'abord, proprement dit, c'est des initiales du programme national du développement du secteur éducatif et c'est un programme décennal, donc il va sur 10 ans. Le premier a duré, il avait débuté en 1999 et puis jusqu'à 2001. Le deuxième, il a commencé en 2001-2002 et puis il s'est terminé normalement en 2020. On l'a prolongé d'une année parce qu'on avait besoin d'un rapport d'état sur le système éducatif pour qu'on puisse. Et comme on était encore dans une perspective de réforme éducative, nous l'avons débuté qu'en 2023, c'est-à-dire la troisième phase que nous avons maintenant lancée il y a quelques jours. La Mauritanie a connu pendant cette période où a réalisé quand même des progrès en termes d'accès. Beaucoup de progrès en ces 2 décennies, mais aussi en termes de disparité. Tous les sous-secteurs du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, tous les départements ont connu des résultats qui sont probants en termes d'infrastructures. Nous avons vu tout de suite le nombre de constructions de ça. Rien qu'entre 2019 et maintenant, nous avons construit plus de 3600 salles de classe. Nous avons mis en place un programme d'environnement scolaire, notamment les cantines scolaires. Actuellement, nous avons 249 000 enfants qui prennent 2 repas par jour entre 2019 et maintenant, et dont la plupart est sur le budget soutenu par le budget de l'État. Nous avons renforcé la gestion et le pilotage du système éducatif. Nous avons pu renforcer l'encadrement de proximité en mettant à la disposition des directeurs régionaux, des IDEN, des moyens de locomotion et de véhicules pour qu'ils puissent vraiment aller dans les écoles et pouvoir suivre l'école. Mais aussi dans les autres départements, notamment la couverture de la formation technique et professionnelle, puisqu'actuellement nous avons 27 établissements de la formation technique et professionnelle. Nous avons, je pense que l'enseignement supérieur, mon collègue en parlera, mais de façon globale, nous avons quand même eu d'excellentes initiatives qui nous ont amenés. Mais tout ceci, il faut dire que c'est grâce aussi au fait que le financement de l'éducation a connu une excellente piquée exponentielle entre 2019 et maintenant. Nous sommes passés de 5,2 milliards de MRU à 8,6 milliards de MRU. Le budget, la part du budget global de l'éducation par rapport au budget de l'État, il est passé de 16,1% en 2019 à 20,4% actuellement en 2024. C'est pour vous dire que nous avons eu la possibilité d'avoir un investissement assez important pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Maintenant, le PNDS 3, on en parlera tout de suite. Je pense que je vais laisser mon collègue. D'accord. Mohamed, donc, vous allez, en ce qui concerne votre département, nous faire une évaluation des 2 phases qui ont précédé cette troisième phase. Et tout en mettant l'accent, bien entendu, sur le département de l'enseignement supérieur. Okay. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité à travers la télévision nationale et le Mauritanien, et donc pour permettre d'éclairer nos concitoyens sur ce programme. Je vais pas, mon collègue Ahmed Ba, il a parlé, il a un peu évalué ce qui s'est passé au niveau de dernière phase du PNDS, le PNDS 1 et le PNDS. Donc je vais rajouter juste des éléments spécifiquement par rapport à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Donc comme tout le monde le sait, l'enseignement supérieur a connu une évolution importante dans ces phases-là. Dernièrement,
il y a une multitude d'établissements d'enseignement supérieur qui ont été créés dans des spécialités que nous n'avions pas. À une certaine époque, on avait uniquement l'université avec ses 3 facultés. Maintenant, on a un groupe polytechnique avec des instituts spécialisés, une école d'ingénieurs, des classes préparatoires. Nous avons des établissements spécialisés, des métiers dans l'énergie, au niveau des bâtiments, au niveau des mines, le numérique, et ainsi de suite. Donc, et aussi, en termes d'accès, il y a une évolution importante. À titre d'exemple, on peut citer, par exemple, ces 5 dernières années, il y a eu une augmentation des effectifs de l'ordre de 60% au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, au niveau des investissements dans l'enseignement supérieur, le financement de l'enseignement supérieur, le budget consacré à l'enseignement supérieur a doublé entre 2019 et 2024, passant de moins de 9 milliards anciens Ouguiya à peu près à 20 milliards nouvelles Ouguiya maintenant, en 2024. En ce qui concerne la recherche scientifique, malgré qu'elle reste encore embryonnaire, il y a eu des avancées notables au niveau de la recherche scientifique, au niveau de sa restructuration. Actuellement, nous avons une agence de la recherche scientifique qui finance la recherche scientifique à travers un fonds spécifique pour la recherche scientifique. Nous avons un haut conseil qui définit les priorités de la recherche scientifique et nous avons quand même structuré la recherche scientifique à partir des écoles doctorales, des formations doctorales et des unités de recherche. Donc toutes ces avancées, on peut considérer que le PNDS quand même a apporté des avancées notables au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Pourriez-vous rappeler à nos téléspectateurs les principaux objectifs de ce programme ou de cette 3e phase? Je pense qu'avant de parler des objectifs, je vais un peu me focaliser sur le cadre d'orientation politique lui-même. Parce que c'est à partir du cadre d'orientation politique que nous avons mis en place vraiment cet objectif qui est celui de 2030 pour la partie éducation, pour la partie ODD, mais aussi qui est celle de 2063 par rapport à l'Union africaine. Nous sommes toujours dans la même lignée que le PNDSE de 2011-2020. Toujours, elle traduit la vision du gouvernement. Et la vision du gouvernement, c'est la SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, dont l'éducation est le levier numéro 2, et ça c'est important de le souligner, mais aussi il rentre dans son second plan 2021-2025. Nous avons, dans le cadre d'orientation lui-même, et c'est pour la première fois, parce que les PNDSE 1 et les PNDSE 2, en réalité, n'ont pas connu de cadre d'orientation. C'est la première fois que nous avons mis en place des journées de concertation. Nous sommes allés faire un rapport national sur les journées de concertation et nous avons abouti à une loi d'orientation qui régit en réalité maintenant les systèmes éducatifs. Et c'est ça qui est le plus important dans cette partie du PNDSE 3 parce qu'elle a pu alimenter le contenu du PNDSE 3 de telle façon qu'elle puisse traduire opérationnellement ce qui est dans la réforme et la loi d'orientation. Maintenant, il y a eu le rapport d'État sur les systèmes éducatifs qui est le diagnostic, dont on va parler tout de suite dans un autre volet. Mais pour l'instant, si on veut revenir sur les objectifs de 2030 du PNDSE, d'abord, il y a quelques 5 ou 6 objectifs clés. Le premier, c'est qu'on veut que 50% des enfants de 5 ans et 30% des enfants de 3 à 4 ans soient scolarisés dans les structures du préscolaire. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième, c'est que tous les enfants qui accèdent à l'école du cycle primaire ou de l'enseignement originel puissent ne plus y abandonner et y rester, parce que la rétention est extrêmement importante. Le troisième élément, c'est que c'est la formation professionnelle, c'est qu'on puisse avoir vraiment une formation professionnelle diplômante qui permet de former 68 000 d'ici 2030 enfants ou jeunes, adolescents, et des formations qui sont plutôt qualifiantes et non pas diplômantes, mais dans l'ordre de 25 à 30 000. Au niveau de l'enseignement supérieur, je pense qu'actuellement nous avons 30 000 étudiants et on veut aller à 51 000 étudiants en 2030, soit l'équivalent de 920 étudiants sur les 100 000 habitants. Donc ça, grosso modo, ce sont là les objectifs du PNDSE qui seront déclinés dans un plan d'action triennal et puis un plan d'action décennal.
Et M. Sidi Mohamed, pour ce qui est de votre département? Mon collègue il a rappelé en quelque sorte l'ensemble des objectifs du PNDSE. Vous savez, le PNDSE il est constitué de programmes, un programme pour le scolaire, un programme pour l'enseignement de base, un programme pour l'enseignement de lycée, l'enseignement collégial, et la formation technique et professionnelle, l'enseignement originel et aussi l'alphabétisation, et enfin l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons des objectifs d'accès, nous avons aussi des objectifs de qualité, des offres de formation. Donc par exemple pour l'enseignement supérieur, actuellement nous sommes à moins de 600 étudiants pour 100 000 de la population. Donc il faut augmenter, c'est un indicateur de l'accès à l'enseignement supérieur qui est utilisé internationalement, et on va atteindre dépasser les 50 000 d'ici 2030. Et ça, c'est en ce qui concerne les objectifs globaux d'accès. Maintenant, pour la stratégie, pour spécifiquement le programme pour la recherche scientifique et l'enseignement supérieur, il faut dire que pour le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a eu une élaboration de 2 stratégies. Une stratégie pour l'enseignement supérieur et une stratégie pour la recherche scientifique qui ont alimenté ce PNDSE. Et ces stratégies, chacune d'elles est déclinée a décliné un certain nombre d'objectifs stratégiques. Pour l'enseignement supérieur, c'est l'accès et la diversification des offres de formation. Donc il faut un meilleur accès, mais il faut aussi des formations diversifiées. Il faut un objectif d'efficacité interne, c'est-à-dire moins de redoublement, moins d'abandon, et des objectifs d'efficacité externe, c'est-à-dire insertion, employabilité. Et pour la recherche scientifique, il y a des objectifs liés au financement, des objectifs liés sur les ressources humaines, le vivier des chercheurs, des objectifs liés à la mutualisation des équipements et l'acquisition des équipements mutualisables. Et on peut détailler chacun de ces objectifs-là spécifiquement pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mais tous ces 2 stratégies ont alimenté le PNDSE parce qu'ils ont été réalisés en amont du PNDSE, et donc ils ont pu l'alimenter. Monsieur Ba, quels sont les principaux défis et enjeux du système éducatif mauritanien que le PNDSE vise à relever? D'abord, je pense que le premier élément sur lequel nous pouvons être à l'unanimité ensemble ou d'accord, c'est de poursuivre la déprivatisation que nous sommes en train de faire actuellement dans ce qu'on appelle l'école républicaine. Cette école républicaine dont le leitmotiv en fait est la gratuité et l'obligation de l'enseignement pour tous les enfants qui ont entre 6 et 15 ans. Donc, dans un premier temps, nous avons commencé déjà ces défis. Avant le lancement du PNDSE 3, on l'avait déjà débuté depuis 2 ans. Nous avons pu quand même, pour tous les gens qui étaient sceptiques, montrer que nous avons la possibilité de faire un enseignement public primaire qui est créateur de synergie et unifiant tous les enfants tels que nous l'avons conçu dans l'école que nous voulons pour l'ensemble des enfants. Donc poursuivre cette déprivatisation pour qu'on puisse vraiment avoir une extinction après 6 ans. Je pense qu'il nous reste encore 4 ans et on y arrivera, je suis persuadé. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants comme défi au niveau du système éducatif, c'est celui de relever le défi de la rétention et de l'achèvement du cycle. Parce que la plupart du temps, on a la possibilité d'accéder, les enfants ont la possibilité d'accéder, mais ils ne sont pas retenus. Ils abandonnent ou ils décrochent ou ils n'ont pas la possibilité. Donc, nous avons un taux net de scolarisation qui est de l'environ de 78%. Donc, ça veut dire que 22% des enfants ont soit abandonné, soit n'ont jamais été à l'école. Et ce sont ceux-là que le PNDSE 3 va essayer de faire relever les défis. Il y a aussi la qualité des apprentissages qui sont parfois limités. Vous savez que la qualité des apprentissages sont un peu limitées, mais quand même nous sommes en train de jouer sur plusieurs facteurs, notamment les manuels scolaires, sur l'encadrement de proximité, sur l'enseignement à distance, etc., pour qu'on puisse rehausser le taux de pauvreté de l'apprentissage.
Au niveau des autres départements, c'est-à-dire par exemple au niveau de la FTP, on a un défi qui est extrêmement important, c'est celui de l'offre dans le domaine économique porteur de la FTP qui sont insuffisantes. Donc ça veut dire que toute la politique du PNDS3 va jouer sur cette partie qui est là, mais aussi de valoriser le rôle de l'apport du levier de la formation en entreprise qui n'est pas tellement mis en exergue au niveau de la FTP. Au niveau de l'enseignement originel, nous allons essayer de valoriser ce type d'enseignement parce que c'est un enseignement qui existe et qui est porteur, et essayer de voir comment on va mettre en place des formes de passerelles entre l'enseignement originel et l'enseignement formel. Nous avons aussi, dans le PNDS3, et ça c'est pour la première fois, défini une nouvelle stratégie pour l'éducation spécialisée. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme la loi d'orientation, et ça c'était l'objet de l'école que nous voulons, que le chef de l'État avait défini dans ses engagements, c'est lui de ne laisser personne de côté. Et donc même les enfants qui sont handicapés ou qui ont des possibilités un peu réduites pour la scolarisation, nous avons mis en place une stratégie dans le PNDS3 qui va viser ce type d'enfants. Sidi Mohamed, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, quelles sont les principales mesures prévues dans le cadre de ce programme, cette troisième phase, pour améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'enseignement supérieur dans notre pays? Donc, pour la stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons plusieurs axes sur lesquels donc il y a eu un diagnostic qui a été fait, qui a relevé un ensemble de défis qu'il faut relever. Et parmi ces défis-là, c'est l'accès. Actuellement, tout étudiant ou tout bachelier, toute personne mauritanienne titulaire d'un baccalauréat a le droit d'avoir une inscription. Donc l'enseignement supérieur sans limite d'âge. Sans limite d'âge. Ouais. Donc il y a un moment causé un problème à un certain moment. Il y a un moment donné, parce qu'il y a eu des problèmes de capacité d'accueil, il faut le dire. Nous avons des problèmes de capacité d'accueil. Et nous avions ces problèmes-là, et donc il y a eu l'idée il y a eu à un moment donné une limitation de l'âge à 25 ans. Cette limitation de l'âge à 25 ans a été annulée. Donc tout le monde a le droit d'accéder à l'enseignement supérieur. Ce qui fait que nous avons une pression sur l'enseignement supérieur, une pression de la demande à l'accès à l'enseignement supérieur. Cette pression doit avoir des réponses en termes d'infrastructures. Donc il faut relever ce défi-là. Il faut réaliser des extensions des structures existantes. Et il faut aussi créer de nouveaux établissements avec de nouvelles offres de formation qui soient diversifiées et qui ciblent les priorités et les besoins de notre pays. Donc ça, c'est un défi important qui demande beaucoup de moyens. C'est un programme justement ambitieux, mais qui nécessite des moyens. Beaucoup de moyens. Je citerai des éléments dans ce cadre-là. Il y a un autre défi qui est le défi de la qualité et le défi de l'efficacité. Et ça, c'est aussi un défi que nous avons identifié et qu'il faut relever. Il ne suffit pas de faire de la formation supérieure, il faut que cette formation supérieure soit une formation de qualité. Il faut que les établissements d'enseignement supérieur soient efficaces. Il faut moins d'abandon, moins de redoublement, des formations qui ont répondent à un certain standard, qui répondent à un certain besoin identifié par... Donc il faut aussi une adéquation de ces offres de formation avec les besoins du pays, donc les besoins et les priorités du pays. Et donc, ces éléments-là sont pris en considération dans la stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par rapport au niveau des étudiants, en langue, au renforcement des capacités des enseignants, en termes de pédagogie universitaire. Beaucoup de mesures qu'on ne pourra pas citer ici, mais qui sont orientées vers l'efficacité et la qualité.
Ça fait quelques années qu'on vient de mettre en place une autorité mauritanienne pour l'assurance qualité. C'est justement la culture et la promotion de l'assurance qualité comme moyen d'amélioration continue des offres de formation. Donc voilà un peu en gros les contours de la stratégie au niveau de l'enseignement supérieur. Pour la recherche scientifique, il faut cibler la valorisation de la recherche scientifique, il faut la valoriser, il faut la promouvoir, il faut aussi l'orienter, il faut que ce soit une recherche qui cible les priorités de notre pays, ses besoins, et aussi il faut qu'elle soit compétitive. Il faut que cette recherche soit une recherche qui soit faite en collaboration avec des structures internationales. Donc tous ces éléments-là sont à mettre en place malgré qu'on a fait des avancées en matière d'organisation de la recherche, mais cette recherche reste insuffisante et elle doit relever tous ces défis-là. Monsieur le conseiller, on le sait, l'objectif du programme est de créer une école unifiée, juste et inclusive, offrant un enseignement de qualité à tous sur un pied d'égalité. Pensez-vous que ce projet est à portée de main? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que le département a les moyens de ses ambitions? Vous savez, je pense que cette question de l'école unifiée, c'est ce que nous appelons l'école que nous voulons, qui s'est traduite par l'école républicaine. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je pense que du côté des moyens, je viens de vous dire tout de suite que nous sommes passés de 5,2 milliards d'oublias en 2019 à 8,6 milliards. Et on est passé, en plus, surtout, et ça c'est très important, tous les indicateurs de développement que nous avons, que ce soit le TBS, le TNS, le taux d'achèvement, les indicateurs d'accès au niveau du supérieur, le taux d'emploi au niveau de la formation technique, ont montré une augmentation significative ces dernières années. Donc on va aller toujours dans le même sens pour qu'on puisse vraiment arriver à mettre cette école républicaine en marche pour qu'elle soit une école vraiment équitable, inclusive et résiliente. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire réduire les inégalités en mettant en place tous les mécanismes nécessaires, de pouvoir faire un développement de l'offre au niveau du préscolaire pour que les enfants qui viennent dans le fondamental aient déjà des connaissances pour qu'ils puissent être vraiment accueillis au niveau du fondamental avec déjà un background assez important pour qu'ils puissent continuer. Mais aussi, il y a la validation de l'enseignement originel qui est extrêmement importante. Il y a accroître bien sûr une éducation de base de 9 ans pour qu'on puisse être certain que tous les enfants qui sont dans le fondamental puissent continuer dans le collégial après les 6 ans du fondamental. Il y a un autre point extrêmement important dans l'école républicaine, c'est celui des langues nationales. Ça aussi, c'est un point sur lequel vraiment la vision du gouvernement est très claire. Elle est revenue et c'est un choix qui a été fait par l'ensemble des populations dans les journées de concertation. Aujourd'hui, le choix des langues de l'enseignement dans l'école républicaine est un choix qui va débuter. Nous allons commencer d'abord, dès la rentrée scolaire prochaine, par une expérimentation dans un ensemble, dans toutes les régions, mais en ciblant un certain nombre d'établissements. Et puis, on va faire une évaluation, et quand on aura terminé cette évaluation, on va mettre à l'échelle cette expérimentation des langues nationales. Je pense que ça, c'est extrêmement. L'autre point sur lequel on va jouer pour que vraiment on ait une école républicaine fonctionnelle, opérationnelle, mais aussi redevable de ce que le pouvoir public peut donner à la population, c'est celui d'une gestion saine du système éducatif et de son pilotage, mais aussi la nécessité de revaloriser la fonction enseignante. Parce que tout se passe et tout est autour de l'enseignant. C'est l'enseignant en réalité. Si l'enseignant est qualifié, si l'enseignant est revalorisé, si l'enseignant a la possibilité de pouvoir transférer les compétences et transférer les connaissances qu'il a, nous allons atteindre notre objectif. Je pense que si on veut vraiment parler du PNDSE, il faut qu'on parle d'abord des étapes de collecte de données qui nous ont amené à mettre en place un diagnostic, qui nous a amené au PNDSE 3. En fait, le diagnostic du PNDSE 3, c'est ce qu'on appelle le RESEN. Le RESEN, c'est le rapport d'État sur le système éducatif national. Et nous sommes en train de l'actualiser, en fait, puisque nous avons fait déjà 2 RESEN en 2015, et puis nous avons fait un autre en 2018, et maintenant nous sommes à notre 3e RESEN. Ce RESEN qui est là est un RESEN en fait qui est fait dans tous les pays d'Afrique subsaharienne.
Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une certaine comparabilité par rapport aux pays qui ont le même pouvoir, qui ont la même population, qui ont le même type d'enseignement, qui ont des PIB identiques avec notre pays. Ça a commencé par d'abord un atelier de lancement et de formation des groupes techniques. Moi-même, je faisais partie des formateurs, mon collègue aussi faisait partie. Donc, on a formé un ensemble d'individus puisque le PNDSE, il est multisectoriel. C'est une vision holistique. C'est 5 ministères. Il y a le ministère, le MASEF, il y a le ministère de la formation technique professionnelle, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a l'enseignement supérieur, et il y a le MAIO, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement originel et de l'alphabétisation. Donc c'est une vision holistique. Chaque sous-secteur a un groupe technique. Ce sont ces groupes techniques qui ont été formés dans une première phase. Dans la deuxième phase, la deuxième étape, c'était la collecte de données. Donc, ils ont fait des collectes de données au niveau des différents départements. La troisième phase, c'est une analyse des données. Nous avons fait des ateliers. C'est des ateliers. On a fait des retraites à Nouadhibou où on a pu faire des analyses avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, le pôle de Dakar, qui est une institution de l'UNESCO. L'étape suivante, c'était la rédaction et la réécriture du rapport lui-même. L'étape 5, on a validé les diagnostics. Quand on a validé les diagnostics, on est venu maintenant vers 2 autres étapes extrêmement importantes. Le premier, c'est la construction du modèle de simulation financière. Peut-être qu'on en reparlera par la suite. Mais c'est extrêmement important parce que c'est là où on va définir les scénarios qui sont les plus réalisables pour les données que nous avons, mais aussi pour les moyens financiers qui sont à notre disposition pour qu'il n'y ait pas un gap de financement assez important et qu'on ne puisse pas vraiment être réaliste dans ce que nous allons faire. La dernière étape, l'avant-dernière, c'était un arbitrage de ces scénarios, c'est-à-dire le gouvernement et les membres des différents sous-secteurs se sont mis ensemble, nous avons fait un arbitrage et nous avons arrêté un scénario, et c'est ce scénario qui a été traduit en PNDC 3. La dernière étape maintenant, c'était quoi? C'est l'étape 8, c'est la formulation de la lettre politique sectorielle. La lettre de politique sectorielle, c'est elle qui constitue en réalité la vision du gouvernement pour les 10 ans à venir et qui est maintenant qu'on va vendre à nos partenaires pour qu'ils puissent nous aider à financer la partie qui n'a pas été prise en charge par la partie mauritanienne, c'est-à-dire le gouvernement. Mohamed, quels sont les domaines prioritaires de recherche que votre département a identifiés dans ce programme pour contribuer à la résolution des problèmes socio-économiques de la Mauritanie? C'est une question intéressante. Pour les domaines prioritaires de la recherche scientifique, nous avons organisé des assises nationales de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces assises ont concerné l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de recherche. Vous avez les établissements d'enseignement supérieur de recherche scientifique, vous avez des centres de recherche, vous avez les écoles doctorales, les formations doctorales, les doctorants, les chercheurs et la diaspora, vous avez le monde socio-économique. Et donc, ces assises ont permis de dégager 8 domaines de recherche prioritaires. Et ces 8 domaines de recherche prioritaires vont constituer les priorités en matière de recherche et d'innovation pour notre pays. Ces priorités vont être définies parce que, vous savez, la recherche scientifique dispose d'un conseil de pilotage, ce qu'on appelle le Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation, qui est présidé par le Premier ministre et qui définit les orientations en matière de recherche scientifique. Donc pour ces priorités, ces domaines de recherche, je vais les citer, les 8 domaines de recherche. C'est la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire. Donc vous avez la sécurité au niveau de l'énergie, production des énergies renouvelables, l'exploitation des thématiques, les défis ou les enjeux en question, c'est l'exploitation de nos ressources, que ce soit éolienne, que ce soit solaire, que ce soit énergie, comment on appelle ça, l'hydrogène vert, qui est actuellement quelque chose qu'on peut considérer comme prometteur. Vous avez la sécurité de l'eau, tout ce qui est production de l'eau, gestion de l'eau, l'assainissement, les questions de dessalement. C'est des enjeux de recherche importants pour notre pays. Et pour les questions alimentaires aussi, la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'impact du réchauffement climatique, l'impact des crises
de réchauffement climatique lié à ça. Et donc ça, c'est le premier domaine prioritaire. Vous avez le domaine de la santé. Là, on a connu dernièrement la pandémie du Covid, donc les crises sanitaires et les réponses à apporter localement, c'est aussi un enjeu important. Vous avez l'économie circulaire, tout ce qui est transformation et valorisation des rejets, que ce soit industriels ou ménagères. Vous avez la culture. La culture, c'est un élément important, des enjeux liés à la valorisation de notre artisanat, à la valorisation de nos savoirs autochtones, de nos savoirs ancestraux. Vous avez la question de la digitalisation, donc digitalisation de l'administration, digitalisation des entreprises, le commerce électronique, les problèmes de l'intelligence artificielle, les big data et tous ces éléments-là qui viennent nous imposer d'avoir une réaction par rapport. Et là, donc le sixième domaine, c'est la transformation et l'industrialisation. Typiquement, c'est des enjeux de valorisation de nos produits de mer, nos produits d'élevage, nos produits d'agriculture et tous ces produits-là. Et vous avez la lutte contre les changements climatiques. Donc ça, c'est un enjeu important maintenant que les changements climatiques s'imposent. Donc quelles sont les réponses et comment avoir une capacité de réaction face à ça. Et le dernier domaine, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale, tout ce qui est lutte contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre l'exclusion et toutes les questions liées à ça. Donc voilà. En gros, rapidement, pour ne pas trop déborder, ces huit thématiques, ces 8 domaines, c'est les domaines qui sont définis actuellement comme prioritaires pour notre pays en termes de recherche et d'innovation. Donc, M. Ba, il y a eu cette étape de validation, de collecte, mais il y a également le diagnostic que propose ce programme. Qu'en est-il? Après avoir fait vraiment tous les diagnostics, un rapport d'état sur les systèmes éducatifs, les journées de concertation, parce que nous avons utilisé en fait une boîte à outils où nous avons utilisé tous les diagnostics qui ont été faits, mais aussi les enquêtes ménages, que ce soit les PCV 2019, que ce soit l'enquête démographique sur la santé, mais aussi on est arrivé à mettre en place des axes d'intervention du plan d'action qui est prévu dans le PNDEC 3. Et tout ceci est basé d'abord sur ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique et budgétaire. Parce que c'est à partir d'un certain nombre d'hypothèses, d'abord une croissance économique de 4% à partir de 2024-2025, qu'on ait une base, une loi des finances 2023-2024 qui va avec des poids des dépenses de l'État qui restent inchangés pour qu'on puisse toujours continuer dans la même croissance. Et la part de l'éducation reste inchangée seulement dans le cadre, enfin, elle ne restera inchangée que quand on aura à mettre en place maintenant les nouveaux axes stratégiques qui sont mis dans le PNDEC 3. Donc, le PNDEC 3, en fait, il y a 3 axes. D'abord, l'accès et l'équité pour que tous les enfants aillent à l'école. Il y a la qualité et la pertinence des apprentissages. Ça, c'est extrêmement important. C'est valable pour tous les sous-secteurs, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation ou la FTP. Nous avons tous les 3 axes qui sont les axes du PNDCE qui constituent en fait les anciens composants du PNDCE 2. Le dernier, c'est le pilotage et l'efficacité. Mais tout ça, c'est décliné en 13 programmes. C'est-à-dire que chaque département ou chaque sous-secteur constitue à lui-même aussi un programme. Un Plusieurs. Voilà. Et dans chaque programme, il y a maintenant il y a d'abord les défis, et puis il y a maintenant les actions qui seront mises en place pour essayer de résorber les déficits ou pour corriger les dysfonctionnements qui ont été déjà établis dans le diagnostic qui a été mis en place. Et nous sommes actuellement à partir de ça, nous avons fait un plan d'action triennal 2023-2026. C'est celui-là même qui a été validé la dernière fois et sur lequel travaillent pratiquement tous les départements. Ce que nous voulons du PNDEC 3, c'est un impact sur le système éducatif à moyen et à long terme. Nous ne sommes pas dans une perspective du court terme, nous sommes dans une perspective de moyen à long terme. C'est ça la validité, la force du PNDEC. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on vise d'abord un accès universel de l'éducation,
qu'on ait une réduction du taux d'abandon sur l'ensemble du cursus scolaire dans le profil de scolarisation des enfants, qu'on ait un développement des compétences et de l'emploi pour qu'on ait une autonomisation. D'ailleurs, je reviens sur ça parce que le chef de l'État, dans sa déclaration récemment, parlait de faire de la jeunesse vraiment l'objectif des prochaines années dans la politique et la vision du gouvernement. Je pense que le PNDSE viendra répondre exactement à ça. Le dernier point, c'est le capital humain, parce que tout ça, en fait, c'est pour le développement du capital humain. Si on a une bonne éducation, nous avons un très bon capital humain. Si on a un bon capital humain, nous avons un développement du pays, un développement national. Tant mieux. Monsieur Sidi Mouloud, donc, pour ce qui est de votre département, peut-on savoir quels sont les mécanismes envisagés par le département de l'éducation, de l'enseignement supérieur pour encourager l'innovation, la valorisation de la recherche et le transfert de technologies dans le cadre de ce programme, de cette troisième phase? Globalement, toute la stratégie de la recherche, c'est justement pour ça. Donc, oui, mais il faut aller à l'essentiel. Une émission ne suffira pas à éclairer les gens, mais... on peut citer quelques mesures pour la promotion et pour la promotion d'une recherche scientifique répondant aux besoins du pays. Donc, il y a certains qu'on est déjà en train de mettre en place, comme les primes et l'incitation à la recherche. Donc, actuellement, vous avez un dispositif qui permet de chaque année de récompenser les primes à la publication. Vous avez tout ce qui est prix de soutenance, d'encadrement, de thèses, des thèses avec des valeurs ajoutées et avec un niveau scientifique assez important, qui sont évalués de façon, avec des gens, des évaluations sérieuses. Et donc ça permet d'inciter la production scientifique, mais aussi de stimuler un peu, de la stimuler encore. Donc vous avez aussi, pour le transfert de compétences, il y a un enjeu important, c'est que actuellement notre vivier de chercheurs, il ne correspond pas réellement aux priorités en termes les priorités que je viens de citer. Donc les viviers, vous trouvez certains domaines prioritaires où on a absence totale de chercheurs. Donc ça pose problème. Donc il faut former la future génération de chercheurs. Et donc c'est la formation doctorale qui va pouvoir faire ça. Donc il faut faire des thèses en co-titel avec d'autres pays. Donc il faut mettre des partenariats dans ce sens-là. Et aussi, il y a un autre aspect qui est aussi un aspect de financement compétitif. Donc il faut faire la concurrence pour avoir des financements de projets de recherche. On a actuellement une trentaine d'unités de recherche. Et chaque année, ils peuvent concourir au financement que pourvoit la NRC, l'Agence nationale de recherche scientifique et d'innovation. Donc il y a une compétition pour avoir le financement. Et donc les projets sont évalués. Et donc ça stimule aussi la concurrence. Voilà un exemple de mesures d'incitation. Mais la recherche, il faut des équipements. Il faut des équipements de recherche. Et donc, il faut investir dans les équipements, dans les centres, beaucoup d'équipements. Donc, il y a une idée importante là qui est dans le plan d'action, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des centres de recherche d'excellence. C'est des centres par thématique, parce qu'il est difficile d'équiper un établissement d'enseignement supérieur de recherche avec tous les équipements. Mais on peut mettre des équipements mutualisables quelque part, c'est une thématique donnée. Donc, c'est la réponse c'est des équipements qui vont être mutualisables et qui vont pouvoir bénéficier à l'ensemble des chercheurs dans la thématique visée. Monsieur Ba, Sidi Mohamed a parlé des moyens, vous également, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat, même de la lettre qu'il faut, qui devra servir de plaidoyer pour convaincre vos partenaires. Quels sont d'abord vos partenaires et comment
est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le partenariat avec votre département? Ouais, vous savez, le type de partenariat qui existe dans les systèmes par rapport au système éducatif, il est de trois sortes. Il y a d'abord ce qu'on appelle un financement par un appui projet. Tous les appuis projets se trouvent à la direction des projets d'éducation qui relèvent du ministère de l'économie, puisque c'est la vision holistique du PNDC et c'est tout à fait logique. Et je les loue d'ailleurs parce qu'ils font un travail formidable pour qu'on puisse vraiment être toujours sur... et ça nous a permis de mettre en place d'ailleurs un groupe local des partenaires de l'éducation qui est constitué par un comité de pilotage de nationaux des différents sous-secteurs, plus tous les partenaires techniques et financiers qui se trouvent au niveau de la Mauritanie et qui agissent sur les systèmes éducatifs. Il y a maintenant ce qu'on appelle des appuis programmes. Les appuis programmes, c'est celui des systèmes des Nations Unies. Parce que les systèmes des Nations Unies, leur financement est un appui direct au niveau des départements sectoriels et non pas des conventions qu'ils font avec la DPR, par exemple, la Banque mondiale, l'AFD, l'UNESCO. Tout ça, ils font des appuis projets. Par contre, si vous prenez l'UNICEF, le PAM qui nous accompagne dans les cantines scolaires, etc., eux, ils font des appuis programmes. Et il y a maintenant le bilatéral et le multilatéral. Le multilatéral, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons beaucoup de projets. Et nous avons d'autres projets maintenant bilatéraux avec la coopération française, nous avons avec le Fonds saoudien, nous avons avec les Koweïtiens. Et ça, c'est quelque chose qui est bilatéral. Toutes ces composantes de partenariat sont là pour nous appuyer techniquement, mais aussi financièrement. Et il faut dire qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont beaucoup aidés dans l'atteinte des objectifs que nous avons, parce que nous avons un certain nombre d'objectifs pour l'atteinte des ODD, en termes d'indicateurs, mais aussi en termes de développement durable, parce que c'est le développement durable qui constitue le point le plus essentiel par rapport à toute l'économie et de la stratégie globale que nous avons mis dans le système éducatif. Donc, je pense qu'actuellement, nous avons un plan d'action triennal où il y a un gap de financement qui n'est pas très important. Nous sommes aux environs. En fait, sur les 3 ans, nous avons à peu près 2 milliards d'ouguiya de déficit. Des scénarios de financement. Voilà. Le scénario qui a été arbitré et approuvé, on a un gap de financement de 2 milliards. Mais ces 2 milliards, on peut les obtenir. Déjà, nous avons actuellement avec la Banque mondiale sur un effet multiplicateur qu'on a fait, c'est-à-dire que vous donnez $1, il vous donne $3 en contrepartie. Nous avons 45 millions de dollars que nous allons recevoir avec la Banque mondiale et plus les 15 millions et les 7 millions que les GPE, le partenariat mondial, ont. Donc nous sommes déjà à 63 millions de dollars que nous avons obtenus. Nous avons avec l'AFD une continuation jusqu'à 2026. Nous avons la BID avec laquelle nous sommes en train de négocier pour qu'on puisse avoir un nouveau projet encore sur l'enseignement des sciences et les techniques. Et nous avons d'autres avec la BID, avec l'enseignement supérieur aussi, beaucoup d'argent. Je pense que le gap de financement est en train d'être altéré. Mais le gouvernement est en fait le plus gros financeur. C'est l'État qui finance. Et l'État est là. Et elle est prête à nous soutenir. D'ailleurs, rien que l'année dernière, les 2 dernières années, nous avons eu un compte d'affectation spéciale, un fonds d'appui qui a été donné par le chef de l'État de 20 milliards d'ouguiya qui nous a permis de faire exactement ces 3600 salles de classe, de pouvoir avoir un environnement et de pouvoir accompagner l'école républicaine pour qu'on puisse accueillir tous les enfants qui étaient dans le public en première et en deuxième année. 20 milliards émérits, éméraux. D'accord. Si Mohamed, comment le programme, ce PNDSE 3, ou du moins quelle place occupe la formation doctorale et le développement de la recherche de haut niveau dans le cadre de ce programme? Une place centrale. Si réponse courte, une place centrale parce que la formation doctorale, c'est la recherche. La recherche scientifique, c'est la formation doctorale. Et il faut dire aussi que cette recherche est assez jeune, dans la mesure où
il y a quelques années, nous n'avions pas d'école doctorale, nous n'avions pas de formation doctorale, nous n'avions pas d'unité de recherche habilitée, nous n'avions pas un fonds de recherche, nous n'avions pas une agence pour la recherche scientifique. Donc, ce que nous avions, c'était des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui, chacun dans son coin, continue ou pas, d'ailleurs. Beaucoup d'entre eux ne font plus de la recherche. Et maintenant qu'on a structuré un peu cette recherche, la formation doctorale occupe une place centrale parce que c'est elle qui va permettre de former la future génération de chercheurs pour que notre offre de recherche scientifique soit en adéquation avec nos besoins. Donc actuellement, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on a comme chercheur et ce qu'on a comme priorité. Donc la place, pour résoudre ce problème-là, un des axes de la stratégie de la recherche scientifique et de l'innovation, c'est les ressources humaines. C'est former les futurs chercheurs de demain. Donc ça prend, comme j'ai dit, l'encouragement des chercheurs, les bourses doctorales d'excellence, qu'attribue la NRC, il faut les augmenter, il faut augmenter la capacité de financement de ces bourses-là. Il faut mettre en place des programmes de doctorat en co-titel pour répondre au décalage et dans des domaines prioritaires. Il faut essayer de trouver des mécanismes pour faire des doctorats en alternance, c'est-à-dire que pour que ça répond aux besoins des entreprises. Donc, à l'échelle internationale, on a ce qu'on appelle les doctorats d'excellence. C'est des doctorats qui sont réalisés à la fois dans un établissement d'enseignement supérieur de recherche et aussi au sein d'une entreprise. Donc, voilà, brièvement, ce que prévoit la stratégie en matière de formation doctorale. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les centres de recherche d'excellence qu'on veut mettre en place, les formations doctorales, les écoles doctorales, les doctorants devront être pleinement associés à leur mise en place et aussi avoir un accès à ces équipements mutualisables pour une meilleure formation doctorale. Monsieur le conseiller, l'émission touche à sa fin. Quels sont les principaux impacts de ce programme sur l'amélioration du système éducatif mauritanien à moyen et long terme? Vous savez, l'éducation, c'est un moteur de développement. C'est très clair. Donc, le premier impact, il sera un impact de développement économique et social pour les pays, mais ce sera de permettre une inclusion sociale de toutes les couches de la population et une réduction des inégalités. Ça, c'est des impacts qui sont là. Il y a la protection de l'environnement, parce que c'est à partir de cette étude qu'on pourrait amener à la gestion des ressources naturelles avec les élèves et avec le renforcement des institutions et de la gouvernance passe par l'éducation. Donc, ça veut dire que l'impact du PNDC3 est là. Mais avant de conclure sur cette question, je voudrais bien quand même parler d'un élément qui est extrêmement important sur le PNDC3. C'est que le PNDC2, si on regarde globalement le bilan, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas eu en fait de projet structurant. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en termes d'éducation, le projet structurant n'est pas physique, il est intellectuel. Donc ça veut dire que on augmente d'1 point de pourcentage d'un indicateur, on a atteint notre objectif. On augmente de 2 points de pourcentage, on a doublé notre indicateur. Donc si on regarde les taux de réussite aux examens nationaux, si on regarde en termes on fait une évaluation de la qualité des apprentissages et qu'on trouve que les élèves ont augmenté de 1 point, de 2 points, l'enseignant est devenu beaucoup plus qualifié après la structuration des ENI en essayant de faire une évaluation des entrants et des sortants des ENI, on arrive à trouver des trucs qui sont beaucoup plus structurants et beaucoup plus importants qu'un pont, beaucoup plus importante qu'une maison, beaucoup plus importante. Le travail intellectuel est structurant et il n'est pas très visible. Et je veux vraiment ici dire aux gens qu'on devrait savoir que depuis 4 ans ou 5 ans, nous sommes vraiment dans une poussée et nous sommes maintenant dans un cadre logique.
ce cadre logique, c'est cette loi d'orientation et j'espère qu'on arrivera à mettre en place les objectifs et d'atteindre notre objectif final d'avoir une école vraiment républicaine qui réponde aux appréciations de ceux dont le pouvoir public est redevable, c'est-à-dire la population. Sidi Mohamed, avant de finir, un mot peut-être sur les principaux défis et les opportunités que ce programme met à la disposition du département de l'enseignement supérieur chez nous. Alors le PNDSE, comme programme de développement du secteur éducatif, offre l'opportunité d'avoir une vision holistique de l'éducation, de penser, d'analyser le système éducatif dans son ensemble, de façon concertée avec toutes les parties prenantes et au niveau de tous les ordres d'enseignement. Donc c'est déjà quelque chose c'est une opportunité en soi. Donc de pouvoir faire cela et de pouvoir impliquer tout le monde et d'avoir pris en considération les attentes de chacun. Donc ça, c'est une opportunité en soi. Le défi, c'est le défi de mise en œuvre. Nous avons analysé, nous avons une vision, nous avons des orientations stratégiques, nous avons des projets. Il faut déjà que les projets soient mis en œuvre. Il faut mobiliser les financements. Donc déjà, il faut qu'on ait les financements nécessaires pour les mettre en œuvre. Mais il faut aussi l'engagement de toutes les parties prenantes, un engagement fort dans la mise en œuvre de ce PNDSE. Et il faut un suivi régulier pour pouvoir ajuster le plan d'action aux défis qu'on peut... On peut toujours imaginer, se dire on va faire ça, et il y a une crise qui vient, le Covid, personne n'a jamais pensé à ça. Et donc il faut être capable, avoir une certaine souplesse, être capable de s'ajuster à tous ces aléas, et même les aléas qui ne sont pas des aléas exogènes, des aléas endogènes, de mise en œuvre, de capacité de mise en œuvre, et il faut être souple dans ce sens. On ne va pas finir avant de vous donner un mot pour clôturer. Je commence par Ba. Un mot de fin. Je pense que nous avons eu la chance de pouvoir expliquer aux téléspectateurs l'engouement de cet important projet qui est celui de l'éducation sur l'avenir de nos enfants. Je pense que si je devais dire un dernier mot, c'est de demander à la population de nous accompagner dans cette école républicaine, c'est-à-dire dans la partie qui constitue la déprivatisation du fondamental, pour qu'il n'y ait pas de triche, qu'il y ait une vraie réalité, c'est-à-dire que l'école sera là, elle est là pour eux. Elle n'est pas là pour qu'on puisse avoir une école en parallèle. C'est une école publique exclusivement pour tous les enfants mauritaniens. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé par rapport au PNDSE 3. Sidi Mohamed. Une note d'espoir, on espère que cette réflexion, ce programme ait un impact. C'est difficile, comme l'a dit mon collègue Ahmed Ba, de voir la visibilité de ce qui est fait. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, malgré qu'il y a des indicateurs qu'on peut mesurer, mais dans l'esprit de chacun, il y a toujours, on ne voit pas à quoi ça a servi. C'est toujours l'appréciation des gens. Moi, j'ai l'espoir que ces programmes améliorent notre système éducatif et qu'on a collaboré à quelque chose qui va pouvoir impacter positivement notre pays. C'est la fin de cette émission de votre programme hebdomadaire Zoom Sur. Merci à nos invités, Ahmed Ba, conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, chargé de la coopération, et à M. Sidi Mohamed Mouloud, directeur de la planification, des statistiques et de l'évaluation au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, à toute l'équipe d'El Mauritania qui a permis la réalisation
de cette émission, l'équipe de la régie, les caméramans, et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Au revoir.